Les pathologies du tendon d'Achille, oui, pour vous dire, dans les nouveautés, sur ces ruptures chroniques qui malheureusement sont trop fréquentes, aujourd'hui, on a des possibilités de le faire entièrement sous arthroscopie. On fait des transferts du long fléchisseur de l'hallux. Ça, je pense que dans les prochaines présentations que je ferai, une des prochaines soirées, on le fera de manière complète parce que ça a vraiment simplifié les résultats et simplifié les techniques avec beaucoup moins de complications post-opératoires. Enfin, les pathologies du tibial postérieur, les pathologies des fibulaires, ça je vous en parle parce que c'est très important de bien comprendre que c'est quasiment toujours associé à des troubles statiques de l'arrière-pied et on ne fait quasiment jamais de chirurgie du tibial postérieur ou de chirurgie des fibulaires de manière isolée. Il faut quasiment toujours l'associer à un geste osseux d'ostotomie calcanéenne pour protéger et limiter le risque de récidive des tendinopathies. Et enfin, je vous développerai ça après. La chirurgie qui a le plus évolué dans ma pratique ces 5 dernières années, c'est clairement l'instabilité de cheville, avec des chirurgies qu'on fait aujourd'hui entièrement sous arthroscopie. Je vais vous le présenter après. Ouh, ça marche plus, au secours. Tac. Non, c'est le truc rouge, ça marche, mais ça passe plus les diapos. Et si je les change là non plus. Ouais, je vais changer là, je vais changer là. Pas de panique, tout va bien. Donc la chirurgie de l'hallux valgus. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est 50% de la part de mon travail. Et c'est une chirurgie sur laquelle je me bagarre depuis des années sur les idées reçues qu'on traîne depuis très très longtemps, à savoir que c'est la chirurgie la plus douloureuse du monde, que ça marche pas, que ça récidive, alors que clairement, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé depuis les années 2010. Donc, les nouvelles techniques, c'est pareil. Moi, je me bagarre un peu sur toutes les bêtises qu'on raconte et qui sont exportées de manière récurrente, à savoir, genre, c'est de la chirurgie laser, on n'ouvre plus. Voilà, il y a des progrès qui sont faits, il y a des choses qui sont pas vraies, il y a des choses qui marchent très bien et il y a des choses qu'il faut pondérer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est fiable, qui est efficace et qui est beaucoup moins invasive que ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc, je vous fais un petit rappel, l'hallux valgus, mais ça, vous connaissez tous, c'est une déformation, c'est pas une exostose, c'est pas juste une saillie d'os. Et donc, il y a 3 composantes. Une composante métatarsienne, ça c'est l'angle M1, M2, une composante phalangienne, donc ça c'est la crosse phalangienne, et une composante de rétraction à cet endroit-là. Donc, plus l'hallux est ancien, plus ça va se rétracter. Et qu'on a parfois trop pris en compte, alors que c'est rarement, c'est jamais de manière isolée. Donc, la rétraction, pour la traiter, on va faire un release, on va libérer. La composante métatarsienne, on va corriger l'angle M1-M2 par une ostotomie du métatarsien et le valgus phalangien par une ostotomie de la phalange. Donc ce release, pendant longtemps, moi quand j'ai appris la chirurgie, quand j'étais interne, on disait c'était le premier temps, on faisait une voie d'abord intermétatarsienne, ça je pense que vous ne le voyez plus jamais chez aucun patient, on ne fait plus ces voies d'abord intermétatarsiennes. Et le release, il faut le faire donc en fonction de la déformation. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, on ne le fait que dans les formes rétractées et évoluées. C'est-à-dire des patients sur des hallux congénitaux. Bien évidemment, en fait, il n'y a pas de release à faire, qu'on faisait parfois à tort et qui exposait à des risques d'hallux varus qui étaient importants. L'ostotomie de M1, donc ça, c'est le nerf de la guerre de la chirurgie de l'hallux valgus. Donc, pour vous montrer là le schéma de gauche, ça, c'était le schéma qui traînait dans tous les bouquins. Le but, en fait, ça va être de latéraliser le premier métatarsien pour corriger l'angle M1-M2. Et ce qu'on faisait avant, ces ostotomies SCARF qui étaient montrées dans tous les bouquins, alors, le principe était bon, mais en fait, il y avait quand même un décollement qui était majeur parce qu'on décollait tous les muscles du pied pour exposer la totalité du métatarsien. Et aujourd'hui, on fait le même principe, mais en le faisant avec des ostotomies plus courtes. Alors, soit avec ces techniques d'ostotomie en chevron, ce que moi je fais aujourd'hui, par des techniques mini-invasives. L'intérêt du mini-invasif, c'est pas cosmétique et de faire une petite cicatrice, c'est de moins décoller les muscles du pied, donc d'avoir moins de douleur post-op. Et l'intérêt de le faire aussi en métaphysère, c'est que c'est un endroit qui est plus large et on peut faire des translations plus importantes. Donc les différentes techniques. Donc les ostotomies les plus étendues aujourd'hui, c'est quasiment étendu, c'est quasiment abandonné. Et donc le mini-invasif, ce que je vous expliquais, il y a un avantage. Alors le percutané, à l'époque, je faisais stopo, je disais le percutané, c'est très bien pour le reste de la chirurgie du pied, pour le méta, c'est une bêtise. Il y a plus d'échecs, il y a plus de récidives. C'est un message qu'aujourd'hui, je pondérerais un peu par rapport à ce que je disais, quoi. Moi, je ne crois pas à la chirurgie percutanée non fixée, donc qui a été très à la mode. C'est-à-dire qu'on faisait l'ostotomie du méta, c'est le pansement qui maintenait tout. Ça, clairement, moi, j'ai vu beaucoup de catastrophes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chirurgie percutanée où on fait des fixations. Alors, le seul bémol que j'ai mis à ça, c'est que c'est des fixations que vous avez peut-être déjà vu passer, avec des vis qui sont de beaucoup plus gros diamètre, qui partent de la base du méta et qui viennent se mettre dans la tête, ce qu'on appelle les techniques de Mika. Et moi, j'ai quelques très bons copains qui travaillent très bien et qui font ça. Et c'est un débat qui n'est pas encore clos. Et moi, j'exclus pas de m'y mettre. Alors que pendant longtemps, j'ai dit que je ne le ferais pas. Il y a un avantage,
à ces techniques-là, c'est qu'on peut on peut faire des translations plus importantes. Donc, je pense qu'il y a une réelle place dans les très gros hallux. Mais aujourd'hui, pour moi, le gold standard, ça reste du mini-invasif pour la chirurgie pour l'ostotomie du métatarsien et du percutané pour tout le reste. Donc, hop, j'espère que ça a marché. Ouh là là, on va baisser le son. Si on peut mettre moins fort, ce sera moins gênant pour tout le monde. C'est bon. On va faire comme ça sera très bien. Donc, en gros, le premier temps de la chirurgie, c'est l'exostosectomie, c'est-à-dire qu'on résecte le bord médial de la tête du métatarsien. Et pour les gens, ils pensent que c'est juste ça la chirurgie. Ça, en fait, le but, c'est pas de limiter le volume. On ne traite rien en faisant ça, c'est de faire une surface plane pour ensuite faire l'ostotomie. Donc, en fait, c'est un premier temps, mais qui change presque rien. L'élément principal, c'est l'ostotomie du métatarsien. Donc, ce que je vous ai dit, c'est une ostotomie en chevron. On fait un trait dorsal qui est assez court et un trait plantaire qui est beaucoup plus long. Le fait d'avoir un trait plantaire, ça augmente nettement la stabilité une fois qu'on a translaté. Donc ça, je vous passe rapidement. Et ça, aujourd'hui, voilà, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'on arrive à le faire sur des incisions assez courtes. Et donc l'intérêt, c'est qu'on a moins de douleur en post-opératoire par rapport à ça. Alors ça, par contre, ça demande un peu de technique, d'écartement, tout ça pour pas abîmer la peau avec notre scie. Et la vidéo la plus importante, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, ça, on ne le fait pas en temps réel, c'est juste pour montrer, c'est qu'après, on va translater la tête métatarsienne. C'est-à-dire que vous voyez la tête métatarsienne qui au début était ici, ben on la ramène ici, et le nouvel angle M1, M2, l'angle du premier méta, qui part de la base du méta au milieu de la tête, et ben en fait, il est corrigé de manière spontanée. Alors ça, en fait, on crée un cal vicieux volontaire, on fait une forme particulière à notre méta, et ensuite, on va réséquer tout ce qui dépasse, et ça marche très très bien. L'ostotomie de P1, ça pour le coup, je le fais systématiquement en percutané. Donc là, j'ouvre pas, je le fais avec une ouverture qui est millimétrique. Et le but, il peut être multiple. Dans la majeure partie des cas, le but, c'est de faire une varisation. Parfois, on peut faire un raccourcissement si on a un premier rayon qui est plus long. Le but, c'est d'avoir un premier orteil qui faille, c'est la même longueur que le deuxième. Et on peut rajouter une composante de dérotation si on a des troubles de supination, ce qui peut arriver. Donc là, pareil, je vous montre en gros, ça on ne le filme pas en direct pour vous montrer à quoi ça correspond. Là, en fait, avec ma fraise, je vais faites ronger tout le bord médial de la phalange. Par contre, je ne casse pas la corticale ici et je crée un équivalent d'un triangle qu'ensuite on va fermer pour corriger le valgus phalangien. Et donc, en gros, ça correspond à ça. Vous voyez là, on corrige la déformation et après, on va le fixer avec une vis. Et à la fin, ça correspond à ça. Donc là, la tête métatarsienne qui était ici, elle est corrigée. Donc là, on a un angle M1, M2 qui est corrigé. Et si on fait l'angle M1, P1 qui quantifie la lux valgus, on voit que là, on est parfaitement corrigé. Et on a fixé la phalange après avoir corrigé la déformation de la phalange. Ouais, exactement. Après, c'est-à-dire que ça ne pose jamais de problème d'avoir cet espace-là. Et encore là, on a parfois des translations plus importantes que ça, quoi. De manière surprenante, on peut faire des translations à 90%. C'est-à-dire que d'avoir un chevauchement qui soit de 1 à 2 mm, on n'a jamais de problème de consolidation. Donc, et en percutané, enfin, on a parfois des cas où on peut quasiment mettre la tête à côté. Et ça consolide très, très bien, quoi. Donc ça, c'est jamais un souci. Donc ensuite, les gestes associés. Alors rapidement, je vais faire très simple. Je vais parler des métatarsalgies, qui est l'élément principal et le plus fréquemment rencontré. Et c'est pareil, ça c'est un sujet à débat éternel, nous en chirurgie du pied, c'est à partir de quand on opère les métatarsalgies ou pas. C'est-à-dire que le fait de remettre en charge le premier rayon, on va limiter les métatarsalgies secondaires. Mais quand est-ce qu'à partir de quand on décide d'opérer les métatarsiens latéraux, ça c'est un sujet auquel on ne peut pas répondre et ça reste vraiment sur l'expérience de chacun. Donc, par contre, le percutané, le fait de ne pas ouvrir, il a apporté des avantages majeurs par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait des techniques de veil, que je vais vous montrer, juste en photo. Les techniques de veil, c'est le dessin qui est ici. C'est-à-dire qu'on coupait le métatarsien, on translatait, on réséquait la casquette et on mettait une petite vis. Ça marche très bien sur le traitement de la métatarsalgie, c'est-à-dire que les gens ont vraiment moins mal sous le pied en plantaire. Par contre, ça crée des raideurs qui sont énormes. Et l'avantage du percutané, c'est de limiter ce risque de raideur. Par contre, le percutané, ça marche moins bien et on a des échecs si on le fait s'il y a déjà une luxation irréductible. Donc, quand c'est luxé, moi, je continue à faire des veils en tolérant d'avoir un petit peu de raideur. Mais ça, c'est des cas qui sont quand même beaucoup moins fréquents. En le cas de métatarsalgie sans luxation, là, je le fais en percutané. Et donc, pour vous montrer, là, en fait, j'ai fait mes ostotomies percutanées, mais pour vous montrer à quoi ça correspond. C'est-à-dire que là, quand on appuie dessus, vous voyez les têtes qui reculent, ou là, je tire dessus, c'est pour montrer la mobilité. En fait, c'est la remise en charge qui va venir repositionner les têtes métatarsiennes en position plus proximale et plus haute.
Donc en conclusion, pour moi, la chirurgie de l'avant-pied aujourd'hui, c'est une chirurgie qui associe du mini-invasif pour le méta et du percutané pour la phalange ou pour les métatarsiens. Ça a clairement amélioré les techniques et surtout, ça a amélioré les suites opératoires. Je ne vous parle pas de l'anesthésie, mais c'est pareil, il y a eu d'énormes progrès ces 15 dernières années avec l'ALR, qui a vraiment simplifié les suites opératoires. Et enfin, pas oublier que le geste chirurgical, il s'adapte à chaque pied, hein. Donc, il y a plein de petites techniques différentes et en fonction du type d'hallux, du type de pathologie associée, on adaptera la chirurgie en fonction de ça. Donc, je vous fais une petite mise au point aussi sur l'instabilité de cheville. C'est un choix un peu personnel parce que ça, c'est vraiment une chirurgie qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Qui vous concerne aussi sur le rôle de la semelle dans l'instabilité de cheville. C'est surtout de prendre en charge les troubles statiques de l'arrière-pied. C'est-à-dire que le varus de l'arrière-pied, c'est une des causes principales d'échec de la chirurgie d'instabilité de cheville, ou parfois qui n'est pas assez pris en compte, qui pourrait limiter le geste opératoire. C'est-à-dire que n'importe qui a un petit varus de l'arrière-pied, il faut valgiser l'arrière-pied pour limiter le risque de récidive des entorses. Alors, ces entorses de la cheville, bah, c'est une pathologie qui est hyper fréquente, hein. Un des premiers, c'est le premier traumatisme sportif. C'est 6000 passages aux urgences par jour. Donc, c'est un enjeu de santé publique qui est majeur. Et il y a un pourcentage non négligeable des gens qui font des entorses bah, qui vont en faire, en refaire, en refaire, en refaire et plonger dans l'instabilité chronique. Et ce que je veux, c'est qu'on sorte du dogme de on opère les gens. Enfin, moi, ce que j'ai appris comme ça, hein, c'est plus de 2 entorses par an, on opère. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Il y a une place à de la chirurgie plus précoce dans certains cas. Même s'il ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'opère jamais en urgence des ruptures ligamentaires. C'est-à-dire que ça, moi, j'en ai encore 10 par semaine au cabinet qui arrivent. Maintenant qu'on a des IRM et des échos plus fréquentes, avec une rupture du LTFA, enfin, du faisceau antérieur du LLE, et les gens, ils arrivent, j'ai mon ligament qui est cassé, quand est-ce que vous m'opérez, quoi? On n'opère jamais de rupture isolée de LTFA sans qu'il y ait eu 6 mois de rééducation bien conduite, toute la prise en charge qui soit faite. Donc, c'est jamais une chirurgie urgente, sauf cas particulier de pathologie associée, type syndesmose ou d'autres choses, hein, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, le petit rappel anatomique, le complexe ligamentaire latéral, il est composé de 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, qui est celui-là, qui a une bande supérieure et une petite bande inférieure, et le faisceau moyen, qui est ici, le calcanéo-fibulaire. Je vais vous montrer une autre, là on le voit mieux ici. Donc ça, c'est les 2 faisceaux du LTFA, et ça, le LCF, le calcanéo-fibulaire, qui est le faisceau moyen. La rupture du LTFA, c'est n'importe quelle entorse. On se fait une rupture du LTFA à partir du moment où c'est une première entorse. C'est pas forcément quelque chose de grave, c'est pas forcément chirurgical. À partir du moment où une atteinte du calcanéo-fibulaire, on va rentrer dans une instabilité plus grande avec un risque de récidive qui est beaucoup plus important. Donc, je passe rapidement sur les diagnostics. Moi, ce qui est important, ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire de toujours prendre en compte les pathologies type pied creux avec un varus de l'arrière-pied. Et ça, il faut les traiter par semelle, que ce soit en préopératoire ou en post-opératoire. Et dans les formes même importantes, moi, ça m'arrive de faire des ligamentoplasties associées à une osteotomie calcanéenne pour traiter en fait une des composantes de l'instabilité. Donc, ça, je vous montre juste des petites vidéos pour vous montrer les testings vis-à-vis des laxités, hein. Donc, on fait toujours des testings en varus, en tiroir antérieur. C'est des examens que moi, j'aime bien faire toujours en position assise, parce que si vous les faites debout, allongé, souvent, on démasque pas bien les instabilités. Je vous passe les lésions associées. Et donc, ça, tac, là, vous avez un testing en varus. On voit très bien l'instabilité et la décoaptation quasi complète là qu'on a du talus. Alors là, c'est une forme avec une rupture du faisceau antérieur et du faisceau moyen. Et le signe que j'aime bien montrer, c'est celui-là. Quand on fait un tiroir antérieur, vous voyez la petite vacuité qui se crée ici, là devant. C'est ce qu'on appelle le sulcus sign. Donc ça, c'est le signe d'une rupture du faisceau moyen. Donc historiquement, les techniques qui étaient utilisées à ciel ouvert, au début, alors les premières techniques, c'était de resuturer le ligament, ce qu'on appelait les techniques de Bostrom. Et on s'est rendu compte qu'on avait des taux de redétente qui étaient majeurs. Donc ici, associé le plus souvent un renfort à partir du rectinaculum des extenseurs, ce qu'on appelle le Gould. Donc on faisait des Bostrom Gould. Et en France, qui a été très populaire et qui est encore utilisé maintenant par beaucoup de chirurgiens, c'est les reconstructions à partir des fibulaires. Moi, ça, je ne suis pas très favorable, je trouve ça pas très logique. C'est-à-dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. On va utiliser un tendon stabilisateur pour aller reconstituer la cheville, un tendon qui n'a rien demandé à personne. Je trouve ça pas très logique. Et surtout, l'inconvénient principal des techniques qui utilisent les fibulaires, alors qui est moins vrai dans les techniques où on prend un hémicourt fibulaire, c'est que c'est très enraidissant. C'est-à-dire que c'est des chirurgies qui sont assez efficaces sur la stabilité, mais qui entraînent des raideurs de cheville qui ne sont pas négligeables. Et donc, est apparue progressivement l'idée, alors là, il y a 2 types de chirurgie qu'on fait sous arthroscopie, ça je le détaillerai après, soit la réparation, on va réparer les ligaments qui sont encore là, soit la reconstruction. Là, je vais vous détailler la reconstruction. Donc, il y a une chirurgie qui a au début été développée à ciel ouvert par les Japonais, et l'idée de le faire sous arthroscopie, hein, c'est Cocorico, mais les premières publications, c'est des techniques qui sont purement françaises.
Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, l'arthroscopie, ça permet de faire soit une réparation, on va suturer le faisceau antérieur du ligament latéral externe, soit on va reconstruire, et c'est ce que je vais vous montrer après. Et les techniques à ciel ouvert, bah, c'était toujours celles qui utilisaient les fibulaires, le frondiforme, et, ou sinon, alors le Bostrom Gould, c'est le frondiforme associé à la réparation. Ça, je vous passe rapidement. C'est la petite vidéo. Pour ceux qui s'intéressent à ça, vous allez n'importe où sur Internet et vous tapez ligamentoplastie de cheville. Tous les chirurgiens qui se sont fait une petite page d'information pour les patients, ils balancent la même vidéo qui est fournie par Artrex, hein, qui est le labo qui a le monopole sur les reconstructions ligamentaires. Alors peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, c'est encore ça. Et cette vidéo, elle est un peu. Alors, elle explique à peu près bien le truc, mais il y a plein de choses qui correspondent plus du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on va faire. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Tu peux pas l'avancer? Ça marche pas. L'idée, c'est qu'on va faire, donc ça, vous voyez le LTFA, le LCF, on va faire un tunnel sur cette zone d'insertion ici pour aller fixer notre ligament dans le talus. On va faire un tunnel dans la malléole externe. En gros, l'idéal, c'est de se fixer sur le point d'insertion entre le LTFA et le LCF, et ensuite faire un tunnel dans le calcanéum. Et le ligament, il va faire une espèce de Y avec deux bandes qui montent dans la malléole externe, un qui se fixe dans le talus et un qui se fixe dans le calcanéus. Donc, et ça, typiquement, la vidéo, elle sert à rien parce qu'on ne commence jamais par le tunnel fibulaire. On fait d'abord le tunnel calcanéen, on fait ensuite le tunnel talien. Ça, c'est ce qu'on fait en dernier. Et la façon dont c'est montré, vous allez voir à la fin où on tend par le tunnel fibulaire, ça ne marche pas parce que le ligament est, comme il est un peu incurvé, on n'a pas de bonne tension. Donc, en pratique, on le fait plus comme ça. Moi, je peux vraiment pas vous accélérer, je suis désolé. Donc ça, c'est le tunnel talien. Et alors, qui est la partie techniquement qui est peut-être un petit peu plus délicate à faire. Pendant longtemps, moi, quand j'ai commencé, je pensais que ce qui était très difficile, c'était de faire le tunnel fibulaire. Moi, j'avais très peur de faire des fausses routes ou d'avoir des fractures de malléole. En fait, ce qui n'est jamais arrivé, c'est une complication qui n'arrive pas. Et le point d'entrée du tunnel fibulaire, il est assez facile à trouver. La technique est un peu plus difficile, c'est ça. Et moi, ce qui m'a retardé, je ne fais pas partie des chirurgiens les plus innovants sur ça. Moi, je m'y suis mis 4-5 ans après que certains chirurgiens s'y soient déjà mis. Moi, ce que je trouvais pas logique, c'était les premières techniques qui le faisaient sous arthroscopie, ce tunnel. Et je trouvais ça assez invasif en décollant auprès des tendons fibulaires. Et je trouvais ça pas très convaincant. Et il y a un chirurgien nantais, qui est devenu lyonnais depuis, qui a développé les repères cutanés pour le faire en percutané et qui a énormément simplifié la technique en montrant que c'était des repères fiables pour faire le tunnel, pas sous arthroscopie au niveau du calcaneus. Et donc là, vous voyez, hein, donc ce que je vous disais, le Y, un faisceau comme ça, là, il y a deux brins qui montent dans la malléole externe, qui sont reliés par ce petit endobouton. Et l'endobouton, en fait, il y a une petite cordelette qui tient le ligament et on peut jouer sur la longueur et mettre de la tension à cet endroit. Donc ça, ça correspond à ça à la fin. C'est-à-dire ça, c'est des pièces cadavériques hein, pour des démonstrations. Donc vous avez le faisceau antérieur et le faisceau moyen qui correspondent globalement à ce qu'on avait anatomiquement avant. Donc ça, pour ceux qui n'ont jamais vu de chirurgie du genou, le prélèvement, donc le tendon qu'on utilise, c'est le tendon du droit interne, enfin le gracile, et qu'on va prélever à l'aide d'un stripper, et on prend toute la partie tendineuse du muscle. Et alors ça, c'est pareil pour beaucoup de médecins du sport, de rhumato. Quand on parlait de ça, pour eux, c'était un scandale qu'on prélève ce ligament. Par rapport à ça, on a un recul qui est très, très, très ancien, parce que c'est une chirurgie qu'on utilise dans les ligamentoplasties de genoux. Ça, vous avez peut-être déjà des amis ou des gens, vous connaissez ce qu'on appelle le DIDT, c'est-à-dire qu'on prélevait le droit interne et le demi-tendineux. Et ça, c'est des chirurgies qu'on fait chez des sportifs pros et qui reprennent à un niveau normal. Donc, il n'y a pas de conséquences fonctionnelles au niveau du genou. Et nous, le prélèvement, il est encore moins invasif parce qu'on ne prend qu'un des tendons, on ne prend que le droit interne qui est le plus petit des deux. Donc, vis-à-vis de la rançon du prélèvement au niveau du genou, c'est quasiment zéro. Le seul inconvénient théorique, si on cherche la petite bête, c'est de se dire que si après le gars se pète les croisés au-dessus, on lui a pris un des deux tendons, il faudra prendre sur l'autre genou. Après, c'est en termes de possibilité de greffe, quoi. Et donc là, une fois qu'on l'a préparé, ça ressemble à ça. Et une fois ça, c'est pour schématiser ce que va faire le tendon. Donc ça, c'est la partie qui va se fixer sur le talus. Ça, c'est ce qui va dans la malléole externe. Et ça, c'est ce qui va passer sous les tendons fibulaires, puis à travers le calcanéum. Donc sous arthroscopie, ce que vous voyez sur la vidéo de gauche, ça, c'est avant que je commence l'opération, enfin, au tout début. Donc vous voyez l'instabilité qui est majeure, on décoapte. Ça, c'est dire qu'on ne l'opère pas pour rien, on est des gens honnêtes et on n'opère pas les gens qui n'ont pas de problème. Et ce que vous voyez à droite, hop, donc là, c'est toute la joue malléolaire latérale.
Vous voyez au fond la malléole externe qui est ici, et ça, c'est le reste de fibrose qui reste du ligament, qui n'a aucune valeur électrophicité. Donc là, il n'y a pas de possibilité de réinsertion. C'est pour ça qu'on va faire la ligamentoplastie. Alors, l'arthroscopie de cheville, contrairement à l'arthroscopie de genou, c'est un espace qui est beaucoup plus restreint. Donc, c'est techniquement un peu plus difficile que les ligamentoplasties au niveau du genou parce qu'on a moins de place. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'adaptations qui se sont mises en place. Là, je vous montre en haut à gauche. Là, c'est quand on fraise le tunnel fibulaire. Donc, vous voyez le tunnel talien. Et on peut contrôler exactement la position. Donc, on a les fibres résiduelles du LTFA. Donc, on peut contrôler de manière très précise le positionnement de notre tunnel. Et ensuite, vous voyez, là, je fais un petit nettoyage, on voit bien le tunnel. Et sur la vidéo de droite, tout à droite, on voit, là, j'ai changé mon optique que je mets par l'autre côté. Et on voit le tunnel, qui est un tunnel borgne. Il faut faire attention à ne pas être trop antérieur, sinon on a un risque d'effraction corticale. Il ne faut pas être trop inférieur, parce que sinon, il y a le sinus du tarse qui est en dessous. Et il ne faut pas être trop supérieur, parce que là, le risque, c'est d'abîmer le cartilage au niveau du talus. Là, je vous montre la réalisation du tunnel fibulaire. Donc là, sur la vidéo de gauche, eh ben, on sélectionne le point d'entrée, on se positionne exactement à l'endroit sur la pointe de la malléole externe, et ensuite on va avoir un trajet qui doit être le plus long possible pour sortir à la face postérieure de la malléole externe. Et ensuite, on va mécher avec une première mèche de petit diamètre sur la totalité de la longueur pour passer l'endobouton, et un diamètre un peu plus important pour ensuite monter le ligament. Donc là, vous voyez, ensuite c'est la fixation. Là, on fixe le ligament au niveau du talus, que vous voyez en haut à gauche. Et ça, vous voyez, une fois que la vis est positionnée, là, vous allez voir en haut à gauche, vous allez voir la vis qui va apparaître, qu'on est en train de visser, qui apparaît derrière. Une fois que vous allez voir ça, pour repousser un petit peu le morceau de gras, là, on voit apparaître derrière. Et sur la vidéo à droite, on voit la stabilité. Ce système de fixation par vis, il est très puissant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis comme ça, on peut soulever le pied et ça ne bougera pas. C'est-à-dire qu'on a une fixation primaire qui est très bonne, ce qui permet de rééduquer les jambes plus vite que certaines techniques à ciel ouvert. Et ensuite, là, vous voyez le ligament, on a monté l'endobouton dans la malléole externe, et en tirant sur les petits fils de l'endobouton qui sont ici, eh ben, ça va faire monter le ligament vous allez voir le ligament qui se raccourcit, en fait, il monte dans la malléole externe. Avec ce système de fil, on le rentre dedans. Et ensuite, le ligament, on va le passer sous les tendons fibulaires ici, c'est-à-dire que là, avec des petits systèmes de passe-fil, on le passe sous les tendons fibulaires. Et ensuite, on va le passer à travers le calcanéum. Et ensuite, on va le fixer. Donc là, vous allez voir sur la vidéo du milieu, là, on le passe à travers le calcanéum, on va passer la vidéo de l'autre côté, mais il sort complètement de l'autre côté, le tendon. Et ça, ensuite, on va couper tout ce qui dépasse là. Et ensuite, je le fixe dans le calcanéus. Donc, on a une fixation vis dans le calcanéus, dans le talus, et la fixation par l'endobouton au milieu. Et ensuite, les petites vidéos. Donc, en haut, là, vous voyez le ligament, le faisceau antérieur qui est ici, le faisceau moyen qu'on devine qui est au fond. Et surtout, là, si on reteste, vous allez voir, là, je vais commencer à tester assez fort parce que ça fait remuer complètement tout. Il n'y a plus aucune laxité par rapport à ce qu'on compare au début où à peine on bougeait la cheville, à peine on faisait un mouvement de varus, on le décoaptait de manière très importante. Donc, les apports de l'arthroscopie, aujourd'hui, ça a quand même quelques années de recul. C'est une technique qui est validée, ça marche bien, au moins aussi bien que les techniques à ciel ouvert. C'est un avantage important pour mieux comprendre et classifier les lésions. Aujourd'hui, on est capable de mieux préciser la différence au niveau du LTFA, du LCF. Et surtout, là, pour moi, l'argument qui est imbattable par rapport aux techniques à ciel ouvert, c'est qu'on a un bien meilleur jour sur les lésions associées. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, quand on le fait à ciel ouvert par la voie externe, eh ben, on ne voit pas grand-chose de la cheville. Si on a une petite lésion cartilagineuse médiale, on n'y a pas accès. Si on a une lésion du LLI, il faut faire une autre voie d'abord, alors que par arthroscopie, on peut tout traiter. Et surtout, à mon sens, les suites sont plus simples et on a une rééducation qui est plus précoce. Donc ces suites aujourd'hui, moi je mets une botte vacopède, qui sont des bottes qui gardent de la mobilité dans le plan frontal, et je fais réappuyer les gens à 50% du poids du corps d'emblée. Cette botte, je la garde 3 semaines, et à 3 semaines, on remplace cette botte par une attelle Aircast, on fait réappuyer les gens, ils attaquent la rééducation dès J21. La reprise du travail, elle se fait entre 1 et 2 mois, en même temps que la reprise de la conduite. Et la reprise du sport, à 3 mois, on peut recommencer à courir sur tapis, faire du vélo en extérieur. À 3 mois et demi, je refais courir sur terrain plat. Je fais une consultation à 4 mois, et si tout va bien, c'est reprise de tous les sports à partir du 4e mois. Donc pour moi, l'arthroscopie, je vous dis, c'est au moins aussi fiable. Il y a moins de raideur que les techniques qu'on faisait à ciel ouvert, et surtout on traite les lésions associées. Et le petit message aussi, c'est parce que là je voulais parler de la reconstruction, la réparation quand on a juste une rupture ligamentaire mais que le faisceau est encore bon. Ça, c'est une notion qui a changé ces derniers temps. On a un symposium qui commence et qu'on va publier pour 2028. Donc on va être une dizaine de chirurgiens français à travailler sur ça.
C'est les ruptures isolées du LTFA avec des douleurs qui persistent au-delà de 6 mois de prise en charge médicale bien conduite. Et ça, c'est des gens qu'on a fait traîner pendant des années, alors qu'aujourd'hui, ces gens-là, qui ont juste une rupture du LTFA, une instabilité rotatoire, c'est-à-dire que vous les testez, il n'y a pas de grosse laxité en varus, mais il reste douloureux sur le carrefour. En fait, c'est une micro-instabilité. C'est parce que la cinématique de la cheville ne marche pas bien que ça crée une inflammation. Ces patients, entre 2000 et 2010, moi, quand j'ai commencé mon internat et quand je me suis installé, on les traitait sous arthroscopie en disant c'est un syndrome du carrefour antérolatéral, qui est une pathologie qui, à mon sens, n'existe pas. Et on faisait des nettoyages comme ça sous arthroscopie avec des résultats pas terribles, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas compris comment ça marchait. Et c'est des patients à qui il faut réinsérer le LTF1. C'est une chirurgie qui est assez simple, hein. On va mettre une petite encre et réaccrocher le ligament, et ça donne des très bons résultats. Et ça, il faut savoir les opérer plus tôt que ce qu'on faisait avant. Et donc, pour faire un choix thérapeutique, alors c'est très systématique ce que je vous dis, mais en gros, les lésions récentes qui sont avec un faisceau moyen qui est normal, avec une bonne trophicité ligamentaire, et ben on va faire une réparation, ce que je vous explique là, alors que les lésions anciennes, une atteinte du faisceau moyen, des arrachements osseux, un arrachement osseux qui va être important sur la pointe de la malléole externe, ou des sports traumatisants, là on va plus facilement faire une reconstruction. Mais la différence entre la réparation et la reconstruction, c'est une chirurgie qui est assez nouvelle, hein, qui a moins de 10 ans. Et ben, la frontière, elle est encore difficile à dire. C'est-à-dire qu'il y a des chirurgiens qui sont très reconstructeurs, qui font 90% de reconstruction. Il y a des chirurgiens qui sont très réparateurs, qui font 80% de réparation. Et la frontière du milieu, aujourd'hui, on ne sait pas qui a raison. Et moi, historiquement, je suis plus un reconstructeur, parce que c'est, bon, comme je viens de la chirurgie du genou, faire des tunnels dans la cheville, ça me paraissait plus simple. Alors que les réparateurs, c'est plus une chirurgie un peu comme une chirurgie de la coiffe de l'épaule. Donc, qui, moi, au début, m'a demandé un petit peu plus d'apprentissage. Mais voilà, c'est une chirurgie qu'on est en train d'orienter. Moi, je fais de plus en plus de réparations. Je pense un peu à tort. Au début, je reconstruisais peut-être de manière excessive. Je vous remercie. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions sur l'allux des ruptures de vis? Jamais. C'est-à-dire que la rigidité sur la vis, elle est plus importante. Dans les complications que tu peux avoir, il y a les déplacements secondaires. C'est-à-dire que tu fais ta translation métatarsienne. Quand on met une vis, de temps en temps, la stabilité, tu peux avoir des troubles rotatoires. Une des complications qui peut arriver, c'est la rotation. Et après, ça, c'est enfin, je ne pourrais pas te le quantifier en termes de nombre. Enfin, je pourrais bientôt te le faire là. Moi, je fais une étude prospective sur la chirurgie de l'allux valgus que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans, que j'aurais terminé en octobre de cette année. Et donc, on va essayer de quantifier. On va avoir plus de 700 cas sur vraiment le nombre de complications qu'on a spécifiquement et en pourcentage. Mais le trouble rotatoire et le déplacement secondaire, c'est une des complications possibles, quoi. On doit être, je pense, aux alentours de 1 à 2%, mais c'est une vraie complication. Et la question, c'est quand il y a un risque d'instabilité, il faut sûrement mettre une deuxième vis. Et à partir de quand on le met, enfin, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on doit progresser un peu. Mais la vis, elle casse pas. Les implants qui cassent, qui peut arriver, les ruptures d'implants, ça, vous avez tous vu passer sur les arthrodèses d'orteils. Les petits implants qu'on met sur les arthrodèses d'IP, et les anciens, moi je mettais des Smart 2, et ceux-là ils cassaient. Ça arrivait. Alors, ils cassaient, c'était des défauts de technique chirurgicale. Quand on faisait un avivement qui n'était pas assez bon, et qu'on laissait un petit peu de fibrose entre les deux, après les forces au niveau de l'orteil étaient trop fortes, au bout d'un moment l'implant cassait. Avec les nouveaux implants qu'on a là, moi que je mets depuis 2 ans, j'ai eu une rupture. Donc je vais être à 2000 ou 3000 postes, quoi. Donc ça devient quand même exceptionnel. Non. Alors, ça c'est pareil. C'est-à-dire que moi, le message que je dis aux gens, c'est que c'est des vis en titane qu'on enfouit dans l'os, qu'on n'a pas besoin de retirer. Je dirais que je dois être à entre 0 et 5% d'ablation de matériel. C'est pas impossible. Et quand on les enlève, alors, il y a plusieurs options. Soit, parce que là, par exemple, il y a la semaine dernière, j'ai retiré une vis que j'avais mise, c'était une erreur technique qui a été trop longue. Une dame qui avait un tout petit pied, et en fait, ma vis dépassait, et elle faisait conflit avec les sésamoïdes. Forcément, tant que tu l'enlèveras pas, ça marchera pas. Donc ça, c'est exceptionnel. Enfin, des vis trop longues sur le méta, je pense que c'est la deuxième que j'enlève en 10 ans. Ce qui est fréquent, c'est quand tu fais une grosse translation, il faut bien comprendre, tu fais ta translation comme ça, ta vis, tu es obligé de la mettre un petit peu oblique, parce que toi, tu pars dans le peu d'os qui te reste et tu vas te tanker dans la tête. Et quand elle est un peu oblique, si tu l'enfonces trop, elle ne va pas être stable, parce qu'elle va passer sous la corticale. Et si tu la laisses dépasser, tu peux avoir un petit bout de la vis qui gêne. Et avec le temps et le remodelage osseux qui se fait, de temps en temps, tu peux avoir le bord médial de la vis métatarsienne qui gêne. Donc, 99% des vis qu'on enlève, c'est juste qu'après, et souvent ça arrive 1 an ou 2 ans après, quand tout le DEM est bien parti, que le remodelage osseux s'est fait, et ben sur certaines lanières de chaussures, tu peux avoir une petite gêne sur la vis métatarsienne. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on opère, on enlève la vis, on fait une petite cicatrice à millimètre, on dévisse et on s'en va sur la pointe des pieds.
Et le message qui est difficile à faire passer aux gens, c'est bien leur expliquer que le fait d'enlever la vis, ça ne va pas augmenter le risque de récidive. Ils ont tous l'impression qu'en enlevant la vis, l'orteil il va repartir, alors que la vis, elle est là au début, le temps que ça consolide. Après, elle n'a aucun rôle dans la stabilité de la luxe, quoi. Donc, si besoin, on les enlève, mais c'est quand même, c'est vraiment une minorité des cas. Il n'y a pas d'autres questions. Pourquoi, dirais-je, que de sportifs, on est toujours pris par des délais. On peut refaire du sport compétition plutôt avec une oplastie de cheville que celle de genou. Après, je pense que les sollicitations au niveau du genou avec le bras de levier est plus importante. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que les retours terrain, ça, c'est des débats éternels, quoi. Et moi, je me range dans la catégorie des gens prudents. Et il y a certains chirurgiens qui font plus court sur les reprises de cheville. Et moi, je pense que c'est une erreur parce qu'il y a un temps de ligamentisation dans les tunnels qu'il faut respecter, un peu comme dans le genou. Mais c'est pareil sur le genou, hein. Enfin, quand on voit ce qui se passait à la Coupe du Monde, le Toulousain qui a repris beaucoup plus tôt, qui était un peu hors délai, quoi. Et c'est des choses qui sont, et qui peuvent franchement, qui sont pour moi assez discutables. On pourra en avoir pas mal discuté avec d'autres chirurgiens du genou. Donc, après, il y a des objectifs et des raisons qui font ça, mais on est hors délai et raccourcir de manière trop importante, c'est pas un bénéfice pour les gens, hein. Quelle place toujours pour la radiographie dynamique pour poser une indication? J'en fais exceptionnellement aujourd'hui. Ouais, la clinique suffit. Et j'en fais dans des cas particuliers. Enfin, tu vois, le seul souvenir que j'ai récemment, c'était sur une personne à qui j'ai mis une prothèse de cheville et qui avait une instabilité. Je voulais quantifier de manière précise parce que j'avais fait ligamento plus prothèse de cheville. Mais aujourd'hui, j'en faisais un peu au début de mon expérience, mais plus parce que j'étais pas tout à fait sûr de moi, quoi. Aujourd'hui, le problème des clichés dynamiques, c'est que quand ils sont négatifs, ça n'exclut rien et qu'ils n'ont de valeur que s'ils sont positifs. Et ils sont positifs, ça dépend beaucoup de la qualité de l'examen tel qu'il est fait, du manip radio, est-ce qu'il a l'habitude de bien détendre, de relâcher les gens. Donc ça sous-estime beaucoup d'instabilité de cheville et je pense que c'est plus trompeur que bénéfique d'en faire. Non, ils sont revinrent. Il va se ligamentiser en fait. Ce qui est assez surprenant quand tu reprends les patients des années plus tard, si tu fais une arthroscopie. Alors, on a une grosse expérience de ça dans le genou, de manière moins importante dans la cheville. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut, pendant trop longtemps, ce qu'on avait expliqué dans le genou, les premiers ligamentaux qui se faisaient comme ça, on débridait tout. Alors qu'on sait maintenant qu'il faut garder les moignons résiduels, parce qu'en fait, il va être réhabité en fait ton ligament de manière complète. Il va se revasculariser, il va se religamentiser. À la fin, il n'aura pas la forme du tout que tu as là, quoi. Donc, oui, il est complètement réhabité. Bien postérieur, on peut avoir une carte d'ancrage au niveau du gros orteil qui va nous. Et qui peut jouer, oui. Si par exemple, si tu as un énorme hallux valgus qui joue et qui. Oui, oui. Après, moi, ça m'arrive de faire des chirurgies mixtes arrière-pied, avant-pied. Alors après, ça fait souvent des gestes qui sont un peu lourds et pour le post-opératoire, c'est pas simple. Le plus souvent, on le sait pas, mais voilà, j'ai revu ce matin une patiente à qui j'avais fait une double arthrodèse de l'arrière-pied sur une séquelle, enfin, sur un pied plat valgus totalement décompensé, mais à qui j'avais fait la luxe dans le même temps. Parce que c'est sûr que si tu redresses mais que tu n'as aucune propulsion sur le premier rayon, tu ne seras pas confortable, ce sera pas bon.